Bonsoir tout le monde, contente de vous revoir ce soir, d'arriver chez vous. Merci de nous accueillir avec mon acolyte Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, mais oui, toujours contente et ravie de vous accueillir donc sur notre plateau et de partager un moment littéral avec vous. J'espère que tu vas bien Koulsoum. Ça va. Voilà, bon, super. Et donc ce soir, donc on a l'honneur donc d'avoir sur notre plateau Monsieur Dominique Maraval de Bonnery. Et oui, de Bonnery. Bonsoir. Et oui, descendant des croisées par les fenêtres. Oui. Alors, vous êtes, enfin, votre visage et votre nom n'est pas totalement inconnu du paysage. Oui, ma voix n'est pas inconnue, en effet, oui, ça, c'est sûr. De l'audiovisuel, hein. Oui. Et voilà, vous avez fait Radio France, France Télévisions. Oui, et j'ai commencé par la presse écrite à la montagne, à Clermont-Ferrand. D'accord, une belle région. Oui, une région de volcans aussi. Oui, Et oui. un point commun avec chez nous. Exactement. Il y a d'ailleurs des paysages au-dessus de Clermont-Ferrand qui ressemblent étonnamment à ceux de la plaine des Cafres. Ouais. Alors, en 2018, votre premier livre autobiographique, Autobiographique. Tumeur changeante. Oui. Voilà. Donc, tout d'un coup, vous décidez d'écrire. Vous n'avez pas écrit avant. Alors, c'était un pourtant. but thérapeutique. C'était un but thérapeutique thérapeutique. pour évacuer le mal-vivre que j'avais accumulé pendant X années et que je continuais à accumuler après le décès de ma femme. D'accord. Alors, juste pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'intrigue de ce premier roman? Je raconte mes 8 années d'accompagnement de mon épouse, qui était une chinoise de Belmen, une famille connue là-bas, et qui a été atteinte d'une tumeur au cerveau à l'âge de 38 ans. Ah, jeune. Oui, jeune. Et donc ma fille, qui est née 3 ans avant que se déclare la maladie, n'a connu sa mère que malade. D'accord. Donc je raconte un peu tout ça. Et puis ce que ça a un petit peu changé dans les rapports avec la société, les amis, la religion, la médecine, parce que ça bouleverse. Et puis je raconte aussi l'isolement du malade, mais aussi de l'accompagnant, parce qu'on se retrouve tout seul. Hein. Ouais. À croire que les gens sont persuadés que une tumeur au cerveau, c'est contagieux, comme le Covid. Quoi. Oui, donc c'est pas arrière Satan, mais pas loin, quoi. Je veux dire. C'est pas, on n'est pas lépreux, mais pas loin, quoi. Je veux dire. Donc le téléphone ne sonne plus, on n'a plus de nouvelles de personne, et on se sent un peu seul. Hein. Oui. Ouais. Donc je raconte un peu cette solitude de l'accompagnant, et puis de la malade aussi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Pas facile à vivre. Non, mais donc, comme vous l'avez dit, c'est un but thérapeutique, ça vous a permis de mettre des mots sur les mots. Alors j'ai écrit tout au long de la maladie, c'était l'ostéopathe qui m'avait conseillé ça. J'avais arrêté 6 ans avant le décès de ma femme, et puis j'ai rouvert les textes 2 ans après, et j'ai regardé ça. On avait dit des textes de gamins de CPPN, quoi. J'ai dit, je peux pas laisser ça en l'état, si ma fille tombe dessus. D'accord. Alors je dis, je vais les réécrire, et puis je me suis dit, mais attends, ce que tu as vécu là, les affres de l'accompagnement, l'oncologue qui se fout de ta gueule, qui méprise et tout, il faut raconter ça parce que tu n'es pas le seul à avoir vécu ça. Donc j'ai raconté ça. Bon, alors c'est sûr, certaines personnes ont dit tu règles tes comptes. Oui, mais si c'était le faire. Si dire la vérité, dire ce qui s'est passé, c'est régler ses comptes, et bien j'ai réglé mes comptes. Bien sûr, voilà. bien sûr. Voilà. D'accord. Et donc, on avance dans le temps. 2022, vous sortez... Voilà, parce que je me suis dit, est-ce que tu es capable d'écrire autre chose que l'autobiographie? Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, je me suis dit, tiens, il s'est passé ça dans mon village. Et puis, il y a surtout cette histoire des mutins de 17 qui me tenait à cœur. Surtout, j'avais vu le film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, je ne sais pas si vous connaissez, Oui, bien sûr. qui a été interdit en France jusqu'en 1982. Moi, je l'avais vu en 1974 au Ciné-Club de la Fac de Lettres de Clermont-Ferrand. C'est ceux qui ont lancé le festival court-métrage après. Et vraiment, ça m'avait pris aux tripes. Hein. Ça racontait l'histoire des mutins qui ont été fusillés, pour l'exemple, par des généraux insoucieux de la vie de leurs soldats. Bien sûr. Comme je raconte un peu là. Là, ouais. Et donc, tout de suite, l'année d'après... prix Daniel Bayon. Oui, parce que ça se passe, c'est un prix que j'ai reçu, qui se passe un petit peu dans la région, ça s'est passé, quoi. C'est dans le Bourbonnais.
C'est là où ils sont. Bon, je me suis un peu inspiré de mon village, même si je l'ai pas dit, mais en fait tout le monde dit attends, Bien sûr. le mur du château à côté du presbytère, c'est à Bellenave dans l'Allier. Raconte pas de conneries. Donc j'étais obligé de dire bah ouais. Et je raconte l'histoire d'une amitié improbable entre deux gamins, le fils du maréchal Ferrand anarchiste, lui-même descendant de communards, et le fils du châtelain, qui deviennent copains alors que l'un va à l'école chez les religieux, le châtelain, et l'autre à l'école publique. Et puis c'est des bagarres à la sortie. Parce que, mais ils ont le même âge. Ils ont le même âge, ouais. Mais ils ont un ennemi commun, par contre. Ça les rapproche. Oui, exactement. Voilà. Et puis, vous êtes aussi finaliste du prix Vanille. Oui, voilà. J'ai eu la médaille en chocolat du prix Vanille. C'est-à-dire que je terminé les 3 derniers. Bon. Mais c'est quand même une reconnaissance. Oui. Mais enfin, bon, ça ne se retrouve pas dans les ventes, je peux vous dire. D'accord. Non. C'est pour ça que quand j'ai écouté l'interlocuteur précédent, il ne faut pas compter là-dessus. Non, ne compte. Bon, c'est triste à dire, mais vous commencez à être connu que quand vous passez dans un média national. Oui. Voilà. Avant, on n'existe pas. Oui. Surtout outre-mer. Oui. C'est un peu plus. Je vous raconter une histoire. Pour le premier, là, j'avais été... Bon, je reviens sur le premier. J'avais été contacté par Odile Jacob. Et alors, il montait le fait de sa foi. Oui, c'est bien écrit. C'est bon, ça avait toutes les qualités du monde. Et puis, la dernière fois qu'il m'appelle, le type, président du comité de lecture, il me dit je vais le présenter à mon éditrice. Avant, je dis, elle vous suit? Genre, du 8 sur 10, elle me suit. Voilà. Je vous rappelle la deuxième semaine. Avant de raccrocher, au fait, est-ce que vous vivez en permanence à La Réunion? Et comme un con, j'ai répondu oui. Une semaine après, le bouquin qui avait toutes les qualités du monde était devenu une sombre merde. Enfin, alors, et il termine. Bah, ça, bon, limite, je m'y attendais parce que. Ouais, mais bon, non, c'est pas ça le pire. C'est qu'à la fin, il me dit. Et je dois vous dire une chose, c'est que le fait que vous habitiez en permanence outre-mer n'a pas joué en votre faveur. Wow. Alors là, ça m'a tué. J'ai pas dormi de la nuit. J'étais furieux. J'aurais eu en face de moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Ah mais oui, donc si je comprends bien, c'est 2 poids 2 mesures. C'est ça. C'est aberrant. C'est aberrant. Alors ça s'explique parce qu'on n'est pas sur place pour faire la promotion. Tout à Ils fait, ont peur de payer un billet d'avion et l'hôtel, machin comme ça. Bah oui, mais bon, logiquement, voilà. Enfin, c'est comme si. Bah là, je vais me permettre une transgression. Je suis désolée parce que moi, c'est des propos qui me révulsent. C'est donc dès qu'on est dans l'insularité, dès qu'on est dans des domaines. Vous connaissez une chose, il n'y a pas besoin d'être noir. Hein, oui, non, parce que là, non, mais dès que tu as cette étiquette de domien. Il y a toujours ce côté, oui, mais bon, enfin, soit pour les éditeurs parisiens, au-delà du périphérique, on est des ploucs. C'est ça, oui. Et l'outre-mer, on est les ploucs des ploucs. C'est ça, mais c'est quand même aberrant. Donc, c'est aberrant, nous, on lutte quand même pour défendre la littérature. Bon courage, parce que... La littérature à La Réunion. À La Réunion, il n'y a pas que ce folklore-là, il n'y a pas que des Catherine, excusez-moi. Enfin, avec une ceinture de banane à la Joséphine Baker, on bouge pas tous le popotin. Enfin, on est là aussi pour essayer justement de mettre en avant tout ce monde-là qui est riche, et c'est quand même aberrant. Mais tant qu'on ne sera pas constitué comme un lobby puissant comme ceux des Antillais, on sera toujours à la traîne. C'est vrai, mais je trouve que c'est quand même aberrant qu'on ait encore ce genre de propos-là. Il faut l'arrêter, Kelly, parce qu'on l'arrête pas là sur ce sujet-là. Bon, on va parler des bouquins. On va parler des bouquins. Incroyable ça quand même. Bon, allez. Non mais je te dis quand même raconter ce qui se passe quand on habite outre-mer, qu'on soit blanc, noir, jaune ou vert. Voilà comment on est reçu par les éditeurs parisiens. Et donc, on reprend le roman, L'Incipit, la Grande Guerre, novembre 1917. Et vous commencez donc avec cette image qui m'est restée pendant toute la lecture en fait du roman, de ces 3 femmes. On démarre comme ça. Qui sont au cimetière. Et donc là, on ne sait pas qui elles sont. Voilà, au début, on ne sait pas. On va savoir. Suspense, on va savoir qui elles sont plus tard. Mais 3 femmes qui sont quand même fortes, et 3 femmes qui tiennent quand même la route. Mais une femme, de toute façon, excuse-moi, c'est fort. Mais moi, ça m'a. Ce qui me semblait un peu paradoxal, c'est que je m'attendais, vu
Oui, l'image. À rentrer en guerre tout de suite. Voilà. Ah non, mais moi j'amenais mes petits gars à la guerre. Tiens, on va parler des hommes, de la mutinerie, tout ça. Je me suis dit, moi qui connais rien dans le truc des guerres et tout, les stratégies de guerre, tout ça, ça va être un peu difficile à lire. Et puis finalement, je tombe des nues parce que voilà, on arrive avec cette image de femme. Et puis on arrive aussi dans ces paysages. Ils sont encore gamins. Vous amenez en fait leur histoire en douceur, jusqu'à venir de plus en plus terrible, évidemment, ce qui se passe après. Comme tous les jeunes couillons de leur âge, ils sont partis en 14, en croyant rentrer à Noël. C'est ça. Et puis ils ont dégusté, quoi. Ils ont eu le temps de déguster les pauvres. Exactement. Et justement, ma question, c'est alors vous abordez finalement donc la Grande Guerre, 14 et 18, sous ce spectre-là, donc de la gabegie des généraux. Moi, je veux mettre le doigt là-dessus parce qu'ils envoyaient des mecs au casse-pique gratuitement. Oui, c'est ça. Qu'ils soient français ou tirailleurs sénégalais. C'est une honte et c'est étonnant même que les soldats ne soient pas révoltés avant 17. Oui, c'est dépend d'histoires dont je me garderai de faire des transgressions. C'est qu'en plus, ces gens-là ont été fusillés, soit envoyés à Cayenne ou dans des bagnes en France, parce qu'il y avait des bagnes en France à l'époque, et ils ne font pas partie des anciens combattants. Leur nom ne figure pas sur les monuments aux morts. Non. C'est un scandale. C'est un scandale. Alors, le seul qui avait émis un peu l'hypothèse de remettre ça en cause, c'est Jospin, quand il était Premier ministre. Alors, j'ai pris mon culot à deux mains et je lui ai demandé de faire la préface. Il m'a répondu une réponse mitigée. Oh non, je ne veux pas soulever de vieux problèmes et tout. Bon, je me suis dit, Coco, si tu n'as pas plus de courage que ça, c'est pas étonnant que tu n'aies jamais passé le premier tour des présidentielles. Hein, ça veut dire. Mais après, qu'est-ce que j'allais vous poser comme question, c'est que ça nous rappelle l'actualité. Oui, parce que c'est exactement ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Des deux côtés, d'ailleurs. Pour les gars qu'on enrôle de force. Bien sûr. Enfin, là, ils n'étaient pas enrôlés de force, ils étaient volontaires. Ils étaient volontaires. Mais ils vivent les mêmes conditions d'hiver. Oui, ils ne savaient pas. Mais les gars non plus, ils ne savaient pas. Oui, à mon avis, en Ukraine, en Russie, ils ne savaient pas non plus. Ils ne savent pas plus. Mais on les envoie se faire hacher menu, quoi. En gros, c'est ça. Oui. Et ce qu'il y a de scandaleux, alors ces types-là qui ont été fusillés, qui sont révoltés, souvent il y avait des médaillés militaires, des gars qui avaient la croix de guerre et tout, qui avaient des chats. Et les généraux, par contre, qu'ils envoyaient au casse-pipe, ils ont des noms de rues, ils ont des statuts, et on parle en bien d'eux dans les livres d'histoire encore aujourd'hui. Ça aussi, c'est un scandale. Oui. Clémenceau. Il a fait prolonger la guerre d'un an supplémentaire. Ça coûtait 800 000 morts supplémentaires. Et quand on voit toutes les places, et encore, on le sanctifie encore aujourd'hui, alors que ce n'est pas le père la victoire. Pour moi, c'est le père la boucherie, Clémenceau. Oui, c'est terrible. Quand on connaît l'histoire, c'est terrible. Voilà. C'est ça. Donc, est-ce que vous inscrivez dans une espèce de devoir de mémoire ? Exactement. Voilà, c'est exactement ça ce que j'ai voulu faire. Rendre mais bon, justement. Pour l'instant, oui, non, mais à moindre. Il n'y a aucun écho. Ça résonne pas du tout. Hein, mais c'est quand même un pas, parce que je veux dire, des ouvrages sur le 14-18, il y en a beaucoup. C'est le deuxième ouvrage sur les mutineries de 17. Il y en a un autre. Un auteur célèbre. Non, pas Genevois. D'Orgelin, je crois, ou d'Orgelès. D'accord. Ouais. Par contre, alors, il y a des thématiques qui vous sont très... dans les deux livres que vous avez écrits, par exemple, on vous sent engagé contre la société, contre le clergé, on vous sent engagé contre la connerie en général. Hein. Moi, c'est surtout ça. Hein. On vous sent, par moment, l'écriture, elle est... C'est contre la connerie, moi je suis engagé, moi. Voilà. Sous toutes ses formes, hein. Qu'elles soient religieuses, politiques... Et il y en a. Hein. Voilà. Il y en a, oui. Il y en a pas mal. Parce que dans ce livre-là, Crosse en l'air, ce régisseur-là, vous y allez, hein. Alors là, vous le peignez de façon à ce que... En plus, on l'aime pas. Hein. Il a presque existé. Hein. Ah bon? Oui, il était régisseur. Enfin, je ne dis pas dans quelle famille, parce que c'est une famille connue. D'accord. Okay. Donc, je vous dirai après. D'accord. Mais pour pas spolier un petit peu, il y a aussi de l'humour dans ce que vous écrivez. Oui, toujours. Voilà, il y a même de dans l'humour. Même dans le premier, il y a de l'humour. Ouais, il y a de l'ironie. Alors que l'histoire est triste, mais je mets toujours un point d'humour, un point d'honneur
à mettre des traits d'humour, même dans les moments les plus dramatiques. Donc, quand il se fait attraper, le jeune, quand il se fait attraper ou quand il va voler un peu partout, on sent une joie de vivre, on sent cette liberté, cette connexion avec la nature qu'ils ont, ces deux jeunes qui sont au bord de la rivière en train de pêcher ou qui sont en train de courir. Et c'est peut-être cette force qui les a tenus après, ou vous ne l'avez pas fait exprès qu'on ait l'impression de se sentir? Non, je pense qu'on posait, les jeunes, en général, se posaient moins de questions qu'aujourd'hui. Je veux dire, on n'avait pas, c'est vrai qu'on n'avait pas le recul sur les événements comme là aujourd'hui, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, la manière dont ils sont partis en 14, je ne sais pas si on pourrait relancer de la même manière. Non. Des jeunes de 18 ans, ça m'étonnerait que ça puisse remarcher. L'accès à l'info qu'on a. Mais par contre, des fois, les mêmes causes peuvent me produire les mêmes effets. Là, je suis en train d'écrire un bouquin sur la Deuxième Guerre mondiale, où je raconte les saloperies qui se sont passées, notamment à la Libération, au moment de l'épuration. Et dans la préface, je prends soin de dire je ne porte pas de jugement parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les gens feraient mieux. Placés dans les mêmes conditions, pas sûr qu'ils feraient mieux. Donc il faut être prudent quand même. Et puis peut-être qu'aujourd'hui aussi, les gens n'oseraient pas parler autant. Parce que dans ces cafés-là, que ce soit dans le café républicain chez Lily ou ailleurs, là, dans le relais Saint-Médard, c'est ça, les gens parlent quand même. Il y avait aujourd'hui des lieux de rencontre. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Pour s'exprimer, il n'y avait que le bistrot. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, même quand on entend parler de l'Ukraine ou quoi, j'ai pas l'impression que les gens parlent. Ils sont chacun peut-être dans deux. J'ai pas l'impression qu'il y a des lieux comme ça où on peut venir s'exprimer. C'est pas la même liberté d'expression. Enfin, il y a quand même de la censure insidieuse, je dirais. Et alors c'est paradoxal parce qu'on est quand même dans un monde où il y a les réseaux sociaux sont florissants. Et c'est vrai que à propos de l'Ukraine ou d'autres conflits, on n'ose pas trop dire. Il y a quand même ce souci-là. Oui. À un moment, vous revenez aussi sur l'affaire Dreyfus. Oui. Parce qu'à chaque fois que vous arrivez à balancer quelque chose, voilà, ça y va. On sent que vous le placez. Voilà. Allez hop, les mutineries. Bon, Dreyfus. Allez hop, voilà. Vous avouez, c'est ce qui a un peu causé ma perte au niveau professionnel. Je veux dire, on m'a rattrapé à la fin. Ils m'ont pas eu pendant toute ma carrière, mais à la fin, ils m'ont rattrapé, quoi. Mais c'est quand même le propre d'un journaliste. Ça devrait. Mais malheureusement, ça ne l'est pas toujours. Ouais, il y a d'autres. C'est vrai que cette affaire Dreyfus, c'était quand même quelque chose. Ça divisait les familles. Et les villages et tout, quoi. Bon, il y en a qui considèrent qu'il était juif, donc il était coupable. Et puis les autres, il est juif, donc il est innocent. Enfin, il y avait deux poids, deux mesures. Ouais. Non, mais c'était pas rationnel. D'un côté comme de l'autre, c'était irrationnel. C'était une occasion de se foutre sur la gueule une nuit de plus, quoi. Surtout ça, quoi. Ils profitaient de ça. Et on a l'impression que certains thèmes reviennent. Les Juifs reviennent dans l'actualité. On a l'impression que il y a des choses qui ne se règlent pas. Mais ça reviendra éternellement. C'est cyclique. À partir du moment où on ne leur pardonne pas d'avoir tué le Christ, dans 2000 ans, ça reviendra. Les mêmes histoires reviendront. Il y a des gens qui leur pardonnent pas ça, donc ça reviendra éternellement. Ça, c'est pas. Donc à la lecture, c'est vrai qu'on avance. Là, dans le prochain, je parle des Juifs, mais là, c'est des enchants. Alors, le prochain livre, si vous permettez, j'en dis un mot. Ça se passe toujours dans le village, mais j'ai mixé avec un autre village d'Auvergne qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon, qui avait les spécialités d'être un village protestant où ils ont caché des enfants juifs pendant la guerre. D'accord. Et même à la fin de la guerre, Israël leur a donné la reconnaissance de juste, c'est la médaille du juste, voilà, c'est ça, parce qu'ils ont fait. Alors je raconte un petit peu tout comment ça se passait, le commandant allemand qui était protestant, qui avertissait le pasteur quand il savait qu'il y avait une descente de la Gestapo. Il disait allez cacher les gamins parce que lui il était protestant, donc c'était un descendant de Français
qui avait été exclu par le roi Louis XIV parce qu'il était protestant, donc il avait vécu un peu la même chose que les Juifs, donc il avertissait, et puis à un moment il a été remplacé, et le commandant qui est arrivé, lui, il n'avait rien à foutre des Juifs, et il a fait une razzia, et il y en a plein qui se sont trouvés en camp de concentration. Alors l'heure passe, on vous a emmené, on vous a demandé d'emmener un objet. Alors, c'est ce bouquin. Bon, le livre, oui. Alors, c'est Charb, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois, c'était à la librairie Gérard à Saint-Denis. J'étais en reportage et il m'a fait un petit dessin que j'ai trouvé charmant. Voilà, c'est... Ah oui. Alors, je ne sais pas si on voit. Ouais. On ne voit pas très bien. Non. Alors, vous allez le lire, ce qui est marqué. Il dit « C'est cool le boulot à RFO, Dominique. Attendre que le volcan engloutisse tous les corrompus. » Le super-héros du volcan. Alors, il faudra faire un gros plan dessus parce que ça mérite vraiment. Et il m'a fait ça 4 ou 5 ans avant d'être assassiné dans la rédaction de Charlie Hebdo. Et là, j'ai vu, on s'est parlé pendant 10-15 minutes, mais j'ai vu un personnage qui était sans concession, qui était... haut en couleur. Ah oui, haut en couleur. Alors, on va terminer parce qu'on va dépasser le temps. Il se fait tard, il fait nuit. C'est-à-dire que le temps imparti est un peu dépassé. Merci. Donc, en tout cas, on vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oui, merci d'être venu. Et puis, et je reviendrai pour le prochain si vous m'invitez. Oui, on se dit à bientôt, Kelly. Exactement. Bonne soirée. Merci à toutes.